La règle numéro 1, c'est t'investis jamais plus que ce que tu peux te permettre de perdre. Et après, c'est le montant avec lequel tu es à l'aise. Si tu mets 1000 € et que tu n'arrives pas à dormir la nuit, c'est que tu as mis trop. Donc, faut pas faire de l'entrepreneuriat à tout prix et j'irai pas juste parce que j'ai envie d'entreprendre. J'irai au moment où j'ai quelque chose qui me semble pertinent pour y aller aussi. Avec le prix de l'énergie en France pour un particulier, il n'y a aucune configuration dans laquelle c'est rentable de miner aujourd'hui. Les bull markets, c'est là où on voit Bitcoin à TF1 et les bear markets, c'est là où tu vois les communications qui te disent que telle boîte a licencié 20% de ses effectifs ou des trucs comme ça. Est-ce que tu trouves par contre, selon toi, que l'opinion générale il a changé sur les cryptos? Complètement. Bonjour tout le monde et merci d'être là pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui on accueille Thibaut Boutroux. Alors Thibaut c'est quelqu'un qui est bien connu dans l'univers des crypto-monnaies puisqu'il a notamment cofondé Meria avec son associé Owen Asher. Que vous soyez débutant ou expérimenté, cet épisode il est pour vous. Alors j'espère qu'il va vous plaire. N'hésitez pas à le liker si c'est le cas et à vous abonner à la chaîne et dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Bonne écoute. Salut Thibaut, ravi de t'avoir sur l'émission. Salut Alex, écoute, merci de m'inviter. Avec plaisir. On va parler aujourd'hui crypto-monnaie, on va parler entrepreneuriat, on va parler Meria, aussi un peu Just Mining. T'es prêt? Je suis prêt, c'est parti. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter un peu pour ceux qui te connaissent pas? Alors je m'appelle Thibaut, j'ai 28 ans, je viens de la région, donc je viens de Metz, je viens de Meuse et je suis à Metz depuis mes études. J'ai découvert les cryptos un petit peu par hasard en 2016 et je les ai jamais quittés depuis. Donc ça fait maintenant 7-8 ans que je suis dans cet écosystème et depuis 2017 vraiment impliqué professionnellement. Avant ça, ton parcours scolaire, tes études, c'est quoi? Avant ça, assez court finalement parce que j'ai eu mon bac en 2014. Après, j'ai fait un DUT GEA parce que j'étais plutôt bon élève. J'étais bon partout mais excellent nulle part. Je sais pas trop quoi faire. Moi, à ce moment-là, la seule chose qui m'intéresse réellement, c'est le sport, mais j'y vois pas de réel débouché professionnel. Donc, j'essaie d'aller dans quelque chose qui est assez généraliste. J'ai atterri en DUT GEA, qui est une super formation qui se fait en 2 ans et qui te permet de voir pas mal de choses. Durant ces 2 années-là, je rencontre une personne qui s'appelle Michel Onfray, qui est pas le philosophe, qui est une personne de la région qui depuis maintenant début de l'année 2000 accompagne des chefs d'entreprise et qui s'est fait depuis avant les années 2010 une spécialisation sur tout ce qui était un petit peu innovant au sens large. Et quand moi j'arrive là, on est autour de 2015, du coup on est un peu à l'émergence de la tech, donc au-delà de l'innovation, il s'est vraiment spécialisé un petit peu sur la tech. On est dans la période des applications mobiles, du boom des réseaux sociaux, etc. Et donc il vient parler un peu à l'école où j'étais, on avait des intervenants professionnels qui venaient, il venait faire des interventions de temps en temps, je discute un petit peu avec lui, je lui explique que moi je sais pas trop quoi faire, lui il me parle un petit peu de ce qu'il fait, c'est un environnement que je connais pas du tout, il me dit écoute passe un jour voir, et je vais visiter un jour l'incubateur à Metz, donc à Synergie que tu as connu aussi quand c'était encore au centre-ville avenue Foch, et en fait là je rencontre des boîtes comme Vivoca, je rencontre des boîtes comme Sésame, tous ces mecs-là qui étaient des jeunes entrepreneurs entre 25 et 35 ans qui avaient vraiment envie de changer le monde, qui avaient plein d'idées, plein d'ambitions, qui faisaient des trucs qui s'éclataient et ils avaient un peu un rythme de vie et de travail un peu à l'américaine. Je me dis mais cet environnement il est génial, je connaissais pas, je savais pas que ça existait ici, je le voyais un peu dans les films mais je pensais que c'était que aux États-Unis, j'imaginais pas qu'il y avait ça en France et encore moins à Metz. Et puis Michel me dit écoute si ça t'intéresse l'année prochaine moi tous les ans je prends un alternant, on trouve une formation et puis tu viens avec moi l'année prochaine quoi. Et ça m'arrangeait bien parce que je savais pas quoi faire, donc le circuit logique quand tu sais pas quoi faire, quand tu sors de GEA tu vas faire une licence de sciences de gestion ou alors tu vas faire un IUP finance et puis tu débouches tout doucement vers quelque chose qui t'amène en banque au Luxembourg où tu t'amuses plus ou moins, mais c'est pas trop ce qui m'animait. Et donc là, du coup, je me retrouve finalement à faire une licence entrepreneuriat et à passer plus de temps à l'incubateur qu'à l'école. Et je m'éclate en fait. Et c'est à partir de là que je découvre les cryptos, que je découvre d'autres entrepreneurs et ça me donne un peu envie de passer le pas en fait. Et donc, avant de basculer sur l'entreprise que tu as rejoint, le rôle de l'incubateur, c'est quoi? Parce qu'en fait, du coup, tu dis qu'il y a toutes ces entreprises qui se retrouvent au même endroit. Apparemment, il y a donc effectivement Michel Onfray qui anime tout ça, mais en fait, le rôle de la structure de l'incubateur. En fait, on était au moment où l'innovation, il n'y avait pas grand monde qui savait le traiter, encore moins en région. Donc Michel était un petit peu le point central et il avait
il avait un rôle double qui était d'une part de structurer ces entrepreneurs qui avaient plein d'idées mais qui étaient forcément pas omnipotents. Donc si tu veux, ils avaient souvent une compétence sur leur métier, mais ils n'étaient pas forcément capables de structurer le business, ils n'avaient pas forcément toutes les casquettes. C'était à ce moment-là aussi l'innovation, c'était assez dur de la suivre. Donc tout ce qui était le conseil que tu vas avoir autour, que ce soit les banques, que ce soit les avocats, que ce soit les experts comptables, ils n'avaient pas forcément tout ce tissu économique qui est nécessaire pour créer ta boîte. En fait, Michel servait et le Synergie servait de tampon et si tu veux d'éléments légitimes pour permettre du coup d'apporter un conseil à ces entrepreneurs et de les aider à structurer. Donc c'était vraiment ça, c'était un accompagnement qui était assez 360 et qui leur permettait finalement de rendre le business un petit peu plus périn. Et en même temps, l'avantage, c'est là aussi où j'ai découvert l'avantage de le faire en région plutôt qu'à Paris, c'est qu'à Paris, il y a forcément beaucoup plus de dynamisme et d'activité, mais en même temps, tu es un peu noyé dans une masse et c'est beaucoup plus compliqué d'avoir accès aux poches de financement, d'avoir la bonne personne au bon moment. Alors que quand tu es en région, finalement, on identifie beaucoup plus facilement les bonnes personnes et tu peux gagner beaucoup de temps, contrairement à ce que vous pensez. Et donc toi, à ce moment-là, ton rôle c'était quoi? Et qu'est-ce qui s'est passé du coup pendant ta période là-bas? Mon rôle, donc moi j'étais alternant, donc j'avais pas des grandes responsabilités, mais si tu veux, on était au moment où ça commençait à faire un petit peu de bruit. Il y avait 2-3 boîtes qui commençaient à grossir. Donc c'était Vivoca et Sésame qui avaient fait des belles levées. Il y avait une boîte qui s'appelait, je crois, Mesagraph, qui avait été vendue à Twitter quelques années auparavant. Donc ils commençaient à avoir un petit peu de visibilité autour de cet incubateur, ce qui fait qu'ils récupéraient beaucoup de projets, même des mecs qui revenaient de régions parisiennes, des mecs d'Alsace qui venaient aussi. Et mon rôle à moi, si tu veux, c'était un peu de faire le filtre justement quand on avait beaucoup de projets, de faire les premières rencontres, de voir un petit peu. Alors, j'avais pas forcément toute la visibilité sur le projet, mais en tout cas, je peux dire, écoute, lui, il me semble crédible, ou alors lui, il a plein d'idées. Par contre, il est freestyle, quoi. Il arrive, il a juste un PowerPoint, mais il a rien derrière. Et en fait, je faisais un petit peu un espèce de filtre. Et après, quand on estimait que le projet était un peu était prêt, et on le faisait passer à Michel. Michel le restructurait un petit peu et après on passait ce qu'on appelait un Getting the Ring. C'était en fait il passait une espèce d'audition devant un jury de plusieurs personnes et ça permettait d'avoir aussi différents regards. Alors dans les personnes qui avaient autour de la table, tu avais un mec qui était spécialisé en levée de fonds, Boris Warnier, que tu connais aussi. Il y avait d'autres entrepreneurs de la région. En fonction du secteur d'activité, on essayait d'avoir justement un expert de la région qui pouvait venir et avoir vraiment une expertise métier finalement sur ce qu'il fait pour challenger la personne. Donc ça, c'était assez intéressant. Moi, après, là où je me suis beaucoup nourri, c'est que j'avais surtout un regard observateur en fait de voir comment ça fonctionne. Ça m'a appris les bonnes étapes pour commencer à monter une boîte. C'est quoi les bonnes questions que tu dois poser, c'est à qui que tu dois parler, les endroits où tu dois pas perdre de temps, etc. C'était surtout ça qui était hyper formateur. Hello, j'interromps cet épisode pour vous présenter l'entreprise qui est derrière la production de ce podcast. Je m'appelle Alexis Perrino et je suis le CEO de Jared, une startup qui développe un assistant d'aide à la gestion des finances personnelles. Gérer ses finances, c'est quelque chose d'universel. Pourtant, on est tous différents face à ce sujet-là, notamment parce qu'on n'a pas la même éducation financière ou pas les mêmes compétences. Et c'est pour ça qu'on a créé Jared. C'est un outil qui va interagir avec vous, apprendre à vous connaître et vous aider à identifier vos objectifs, vos besoins, vos faiblesses. On offre aux professionnels un nouveau moyen de vous partager leur contenu pour vous aider à progresser. Et cerise sur le gâteau, vous aurez même la possibilité de prendre contact avec eux si vous souhaitez être accompagné. Donc si le sujet vous intéresse, le lien est dans la description et moi je retourne à l'épisode. Et c'est ça qui t'a donné envie d'entreprendre en fait, le fait de côtoyer cet écosystème, de le voir, de voir ce qui était possible, de voir évoluer? Moi la première chose que ça m'a dit c'est que alors déjà moi j'avais un petit truc où je me dis ça me plairait bien d'avoir mon truc mais je savais pas trop par où commencer. Donc là l'avantage c'est que je me dis ok, si un jour je veux y aller, je sais comment y aller et je sais à qui il faut que je m'adresse pour gagner du temps. Après, ce que ça m'a appris aussi, c'est il faut pas faire de l'entrepreneuriat à tout prix et j'irai pas juste parce que j'ai envie d'entreprendre. J'irai au moment où j'ai quelque chose qui me semble pertinent pour y aller aussi. Et j'avais pas ça à ce moment-là. Et en fait, je rencontre à ce moment-là mon associé actuel qui est Owen Simonin, du coup qu'on connaît un peu plus sous le nom de Asher, qui lui arrive parce que son frère avait une boîte dans cet incubateur-là. Donc on se côtoie un petit peu, on est de la même génération, donc ça fit naturellement. Lui parle déjà beaucoup de crypto, donc avec le même engouement et la même énergie qu'il en parle aujourd'hui. Donc ça me donne envie aussi de regarder un petit peu plus. Et puis il structure, il commence à parler de ça sur YouTube et
il commence à structurer une idée de projet, il en parle un peu avec son frère, avec Michel, etc. Donc moi au début je suis de l'autre côté de la table, je suis du côté incubation, et quand ça commence à prendre un petit peu forme, en fait Owen vient me voir et me dit écoute, voilà, ça y est, on va vraiment y aller pour de vrai maintenant. Je peux pas y aller tout seul, il me faut des gens autour de moi. J'ai mon meilleur ami d'enfance qui me rejoint parce que il sait tout faire, un bricoleur, Laurent. Il me dit mais il me faut quelqu'un d'autre qui va être aussi capable d'être un peu la complémentarité avec moi, qui suis très dynamique, très énergique. Il me faut quelqu'un peut-être un peu plus modéré, un peu plus calme, etc. Voilà, moi je connais bien Michel. Michel, il t'apprécie beaucoup. T'as beaucoup travaillé avec mon frère. Mon frère, il t'apprécie beaucoup aussi. Ça a l'air de fitter. Qu'est-ce que t'en dis? On y va. Et en fait, ça se fait assez naturellement comme ça. Mais parce qu'il avait ce truc aussi, si tu veux, il m'aurait dit, écoute, les chaises, en fait, tout le monde les fait comme ça, mais ça se fait pas comme ça, on va les faire autrement. Je pense que je l'aurais suivi aussi sur ça, tu vois, parce que ça fitait bien, parce qu'il avait cette énergie où tu as envie de le suivre. Et voilà, ça a commencé comme ça, en fait. C'est drôle parce que ça fait 7 ans que je vous connais tous les deux, à peu près à cette période-là, Ouais, et en fait, ça a pas bougé. Enfin, en gros, c'est toujours le même tandem, la force tranquille, et puis. Ouais, c'est aussi ça que ça fonctionne. Enfin, pour le coup, on a de la chance, c'est que au-delà que sur la partie business, ça s'est vraiment très très bien passé. Tu vois, on a une belle histoire à raconter. Sur la partie humaine, tu vois, les trois qu'on était au départ, Laurent, Owen et moi, et même la quatrième personne, Thomas Lemaire, qui est arrivé sur la partie tech juste après nous, on est toujours tous ensemble, on partage toujours les mêmes valeurs, on est parti à peu près du même point, on a évolué ensemble, et on est aussi un peu nos garde-fous respectifs, tu vois. Et ça, c'est hyper précieux, et plus tu côtoies d'entrepreneurs, plus tu te rends compte, parce que le nombre de gens que j'ai vu qui avaient des projets incroyables et où ça n'a pas marché juste parce que pas le bon associé, pas au bon moment, ou alors on est aussi de la même génération, donc tu vois, on a des problématiques de vie qui sont un petit peu les mêmes aussi au même moment, ouais. Tu vois. Donc tout ça, c'est aussi hyper intéressant, et on a beaucoup de chance que ça soit passé comme ça. Et donc, tu disais qu'à un moment, Owen est venu te voir et t'a dit on y va. On y va sur quoi? Enfin, c'est quoi en fait du coup l'idée originelle en fait? Donc je vais pas spoiler, mais Meria avant s'appelait autrement. C'est ça. Donc c'est toujours, on a toujours aujourd'hui la même entreprise, mais qui a effectivement plus la même dénomination sociale. Donc le projet initial, son nom c'est Just Mining, avec une proposition de valeur qui est très simple et qui est dans le nom. C'est Just Mining, juste miner. Donc l'idée c'était de rendre le minage de crypto-monnaies accessible à tous. Donc, du coup, le minage, on va expliquer rapidement c'est quoi. Donc en gros, le minage, c'est je le fais hyper. Alors, on commence déjà peut-être par les du coup crypto en une minute, rappeler ce que c'est très rapidement, et ensuite on va pouvoir enchaîner. Ça c'est très très compliqué les cryptos en une minute, mais je pense l'avantage c'est qu'en tournant aujourd'hui, globalement Bitcoin, les cryptos, la blockchain, tout le monde je pense en a entendu vaguement parler et à peu près une idée de ce que c'est. Définir les cryptos de manière générale, c'est compliqué parce que toutes les cryptos sont un peu différentes et une proposition de valeur différente, mais l'idée c'est d'avoir un actif numérique qui circule sans le contrôle d'un organe central. En gros, si on veut le faire assez simplement. Et donc, si on prend Bitcoin, qui est la première des crypto-monnaies, et là, en tout cas au sens où on l'entend aujourd'hui, et la plus capitalisée, la plus grosse, Bitcoin, comme il n'y a pas d'organe central, à un moment donné, il faut bien que les transactions soient organisées et qu'il y ait quand même quelqu'un qui tamponne pour dire cette transaction, elle peut avoir lieu ou pas. Et donc ce système est organisé de ce qu'on appelle un procédé technique qui s'appelle le proof of work, et le proof of work qu'on vulgarise sous le nom de mining, de minage de crypto-monnaies. Preuve de travail en fait. Preuve de travail, c'est ça. Pourquoi on appelle ça et pourquoi après on a appelé ça le mining, c'est une analogie pure et simple aux mineurs qui allaient à la mine à l'époque pour chercher de l'or, parce qu'ils allaient avec une pioche, mais ils ne savaient pas combien d'or ils allaient ramener à la maison le soir. Et c'est un petit peu ça, quand tu fais du proof of work, tu mets à disposition de la puissance de calcul au réseau de Bitcoin, mais tu sais pas exactement, en tout cas à l'époque, tu sais pas exactement combien de Bitcoin tu vas recevoir, parce que les blocs, en tout cas la validation est tirée de manière aléatoire, et après elle est vérifiée par les autres. Et donc en gros, nous ce qu'on faisait, c'est que pour que ça fonctionne, il faut des ordinateurs spécialisés qui vont faire des calculs et qui vont valider les transactions et qui vont dire ok, en gros si je veux vraiment, c'est pas juste techniquement, mais c'est pour que ce soit compris, ils vont analyser et passer en revue toutes les transactions qu'il y a eu dans la blockchain, puisqu'ils détiennent
le mineur détient un historique et il va dire ok, bah, cette nouvelle transaction, toi tu vas m'envoyer 10 bitcoins, bah, en passant en revue, il est capable de dire ok, bah, par rapport au cheminement, je sais que toi tu as bien 10 bitcoins et moi je suis bien en mesure de les recevoir. Et donc la transaction elle va s'effectuer comme ça et le mineur il va être rémunéré de deux manières. Bah, d'une part sur cette transaction il y a un tout petit frais qui est distribué au mineur et d'autre part tous les X minutes on va faire ce qu'on appelle des blobs, donc on va faire des badges de transactions et en fait on émet des nouveaux bitcoins. Donc l'émission monétaire elle est distribuée aux acteurs qui contribuent au fonctionnement du réseau. Donc ça fait en fait qu'on a scindé le rôle qu'ont les acteurs traditionnels en finance. C'est que d'un côté on a un mineur qui est, alors pas lui en tant que personne parce que lui il n'en sait rien, mais sa machine elle est en charge de faire des calculs pour vérifier la légitimité d'une transaction. C'est ça. Donc tout ce qu'on peut imaginer. Donc moi, le fait que j'ai bien ce que je veux t'envoyer, que toi, tu as bien ce qu'il faut pour le recevoir. Exactement. Et ça permet, donc il y a une rémunération du coup du mineur. En gros, on rémunère le travail fourni par sa machine. Tout à fait. Et donc c'est pour ça que c'est une preuve de travail. On rémunère surtout l'énergie qu'il met à disposition. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Et de l'autre côté, en fait, on n'a pas d'organe qui est en charge de l'émission des nouveaux tokens. Ça, en fait, c'est un algorithme, c'est-à-dire que le code est défini de cette manière-là. Il y aura 21 millions de bitcoins, pas un de plus. Ils sont distribués à ce rythme. Donc, ça a commencé par toutes les 10 minutes, 50 nouveaux bitcoins qui est mis. Et tous les 4 ans, il y a un événement qu'on appelle le halving. Ceux qui vont écouter en ont certainement entendu parler parce qu'on a eu récemment un halving qui était, je crois, en avril ou en mai de cette année. Donc, tous les 4 ans, il y a une division par deux des nouveaux bitcoins qui sont émus. Donc on est passé à 50, 25, 12,5, etc. Mais tout ça, c'est des règles qui existent depuis le premier jour. Depuis le premier jour. La personne qui a inventé ça, c'est quelqu'un qui a défini tout ça dès le début. Il a lancé la machine et depuis ça tourne. Exactement. C'est des règles qui sont définies et qui ne pourront pas être évoluées, sauf si consensus global, mais a priori ça n'arrivera pas. Et donc je reviens sur donc maintenant qu'on comprend le mining et les preuves de travail, je reviens sur votre activité. Donc vous en tant que Just Mining, c'est notre activité très simplement, c'est de dire ok bon bah ça c'est ça te permet en gros si tu veux avec ton ordinateur, avec ta machine, de générer des bitcoins entre guillemets gratuitement. Tu as le coût de l'énergie, etc. Mais en gros c'est ça le modèle et donc chacun peut le faire de chez lui en fait, il y a pas de règle. À partir du moment où tu as une connexion internet et de l'électricité, tu peux le faire. Alors à l'époque, ça se faisait au tout début, ça pouvait se faire avec ton PC portable et puis plus les cryptos se sont développés, plus on a optimisé ça jusqu'à avoir des machines spécifiques parce que dans ton ordinateur portable en fait, il n'y a qu'une partie qui est nécessaire pour faire le calcul, tout le reste globalement, on n'en a pas besoin. C'est la carte graphique ou c'est ça dépend de quelle crypto effectivement. Si on parle des réseaux comme à l'époque Ether qui ont été sur ce procédé-là, c'était effectivement la carte graphique. Sur Bitcoin, c'est pas tout à fait la même chose. Okay. Donc sur Bitcoin, on a des machines spéciales qui sont des ASIC, qui sont des enchaînements de processeurs. Et donc c'est vraiment ce matériel-là. Et donc ce matériel-là est alors soit tu achètes un ASIC pour faire du Bitcoin qui est directement, soit si tu voulais le faire sur Ether, nous on le faisait sur Ether à l'époque, pour quelqu'un qui a des compétences informatiques, c'est pas compliqué à monter. Pour le commun des mortels, monsieur tout le monde, c'est un calvaire. Et donc en fait, nous on disait nous en fait toute cette partie technique là, on s'en occupe. C'est-à-dire que nous on fait la machine, on va sourcer le matériel, on monte la machine, on la configure, tu la reçois chez toi, tu branches à Internet et au courant, tu as un petit livret pour t'expliquer comment brancher les deux câbles, tu appuies sur on, la machine elle mine et derrière toi tu as une interface sur ton téléphone, sur ton PC, tu vas recevoir directement tes cryptos. À la fin du mois ou quand tu veux, tu peux les changer contre des euros. Et c'était ça c'était ça si tu veux la promesse, c'est de dire tu peux mettre un mineur directement dans ton salon. Alors dans ton salon, c'est un peu bruyant, donc c'est pas forcément adapté dans un salon, mais en tout cas, tu peux en avoir un chez toi sans te casser la tête avec toute la partie technique. Et en fait, ça vient de la chaîne YouTube d'Owen. C'est que Owen avait commencé à parler de crypto, avait commencé à parler de mining sur YouTube. Donc là, on est fin 2016. Et il parle de tout ça, sauf qu'à l'époque, si tu voulais faire ça, déjà, si tu voulais monter ta machine, il fallait des compétences. Sinon, ce que tu pouvais faire, c'est que tu pouvais louer de la puissance de calcul, ce qu'on appelait du cloud mining. Mais ça, il fallait que tu loues à des sociétés qui étaient en Russie ou en Amérique latine, enfin dans des zones géographiques qui sont pas forcément très bien vues, en tout cas en tant que citoyen français, surtout sur de la crypto, un truc nouveau. Donc, tu n'as pas forcément envie de faire confiance à ces établissements-là. Et donc, il y a des gens qui disaient c'est super bien ce que tu proposes, sauf que c'est dommage qu'il n'y ait pas une société française qui fait une machine plug and play et tout, parce que moi ça m'intéresse, mais moi j'ai pas le temps. En plus, je comprends rien à ça, donc je peux pas faire machine, et j'ai pas envie d'acheter de la puissance de calcul à un truc qui est en Russie, qui est au Kazakhstan ou qui est je sais pas où. C'était abordable ça pour les gens?
Owen a été le premier à le vulgariser réellement en français. Non, je parlais. Alors oui, non, bien sûr. Ce que je voulais dire abordable, c'est les machines que vous construisiez. En gros, c'était accessible à quel type de personnes? À tout le monde? On était sur quoi comme prix, par exemple? En termes de budget, alors tous les premières qu'on a lancées, je crois qu'on était autour d'un peu moins de 2000 euros TTC. Et après, on avait plusieurs gammes en gros, avec des grosses machines où là, tu pouvais monter jusque 3-4 000 euros en fonction de la configuration marché, parce qu'il y a eu des moments aussi où les composants valaient beaucoup plus cher, parce que c'était beaucoup plus rentable. Et on avait des entrées de gamme avec un peu moins de 1000 euros. C'était les Bob, c'est ça? Exactement. On avait vulgarisé aussi le nom. On appelait ça Bob, Super Bob, Mega Bob en fonction de la puissance. Et voilà. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que finalement, ça en revient à être un investissement. C'est-à-dire qu'on achète une machine. En fait, il y avait un calcul à faire. On achetait une machine comme ça, un certain prix. Et elle, quand elle tournait, elle générait des cryptos qu'on pouvait échanger contre des euros. Et ce qui fait qu'on arrivait à calculer une rentabilité. Et à un moment où on allait atteindre un point mort, donc c'est qu'on a remboursé la machine. Et ensuite, c'est ça. En fait, tu avais trois variables qui définissait la rentabilité du mining. Et sur ces trois variables, il y en a deux que tu pouvais, qui étaient un peu indépendants de toi et une qui était dépendante de toi. Les deux qui étaient indépendants de toi, c'était forcément le cours des cryptos. Il varie. Donc si tu reçois un Ether et que l'Ether, à l'époque, il vaut $100 ou il vaut $500, forcément, ça n'a pas la même valeur. Tu as une autre variable qui est ce qu'on appelle la difficulté de minage. Donc là, en gros, c'est que si je veux le vulgariser au maximum, c'est comme si tu avais un gâteau à partager, qui a toujours la même taille, mais aujourd'hui, on est deux à le partager. C'est facile, on a moitié-moitié. Par contre, du coup, vu qu'on est deux à partager, on se rend compte que c'est beaucoup. Donc, il y a plein de gens qui viennent s'y intéresser. Puis après, demain, on n'est plus deux, mais on est 10. Du coup, on a des plus petites parts. Par contre, comme il y a plus de monde qui s'y intéresse, généralement, le prix monte. Donc, si tu veux, la difficulté, généralement, à l'époque en tout cas, elle s'ajustait un petit peu en fonction du nombre de personnes qui étaient là. Et la troisième variable, qui est la seule réellement sur laquelle tu peux vraiment influer, c'est le prix de l'énergie. Parce que ta machine, elle te coûte de l'énergie. Tu l'as branchée. Ouais. Donc en fait, moins tu payais cher ton électricité, plus c'était intéressant de pouvoir faire du minage. Donc c'est en fait, c'est une équation assez simple. On paye une machine qui nous permet de valoriser l'électricité. Parce qu'en fait, en gros, ouais, c'est ça. Tu achètes ta machine, tu la payes, tu la branches, elle te consomme de l'électricité, mais derrière, tu en sors des cryptos. À partir du moment que les cryptos te permettent de couvrir. Et plus tu payes ton électricité pas cher, plus c'est intéressant parce que tu peux rester branché plus longtemps et tu as la capacité de conserver tes cryptos à long terme parce que tu as moins de charges et donc du coup tu n'as pas besoin de vendre ce que tu vas gagner. Tu as ton coût au départ, ton coût d'acquisition du matériel, mais après en tout cas si tu payes pas l'électricité, tu n'as plus de charges. Donc en fait c'est là où c'est plus intéressant. Et c'est là quand tu as des périodes plus compliquées, ceux qui vont vraiment être compétitifs, tu vois, quand le prix va baisser, peut-être la difficulté elle va être plus intéressante. Du coup tu vas pouvoir récupérer plus en quantité, mais les gens ont plus de mal à rester branchés parce que la crypto elle est plus basse. Donc tu récupères un petit peu, mais ça vaut moins. Et donc, du coup, tu vas peut-être devoir vendre plus. Et du coup, ceux qui ne payent pas leur électricité, du coup, ils ont la capacité d'accumuler pendant ces périodes-là. Et donc, ça fait des cercles comme ça. Et c'est pour ça que ça s'est professionnalisé et qu'après, on a vu beaucoup de mineurs partir en fait, dans des zones géographiques où l'électricité n'est pas chère, beaucoup en Islande, beaucoup en Canada, beaucoup sur des barrages hydroélectriques ou des choses comme ça, parce qu'ils allaient chercher de l'énergie qui n'était pas chère et dont personne ne voulait, si tu veux. Donc ils se branchaient sur les excédents des barrages hydroélectriques. Ils allaient chercher de la géothermie en Islande parce que c'est de l'énergie qui est très très peu accessible et très très peu chère. Et d'ailleurs l'Islande est en train de devenir aujourd'hui un pôle sur la partie intelligence artificielle en termes de puissance de calcul parce qu'il y a beaucoup d'infrastructures qui ont été mises à l'époque pour la partie mining. Et donc du coup ils ont toutes les infrastructures qui sont prêtes pour accueillir maintenant de la puissance pour l'IA. Parce que là, tu dis quelque chose d'intéressant, c'est qu'on dirait que le mining n'est plus autant utilisé qu'avant, c'est ça? Le mining est toujours autant utilisé qu'avant, mais aujourd'hui est beaucoup plus professionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le mining à l'échelle d'un particulier, ça se fait plus, sauf pour l'expérimentation, tu vois. Mais toi, tu as un mineur chez toi, aujourd'hui, tu le branches plus, quoi. Et si tu le branches, c'est juste plus pour l'expérimentation ou parce que c'est rigolo pour montrer aux gens comment ça fonctionne, etc. Pour le chauffage, mais je vais dire en tout cas avec le prix de l'énergie en France pour un particulier, il n'y a aucune configuration dans laquelle c'est rentable de miner aujourd'hui. Et puis le marché s'est beaucoup développé aujourd'hui et on y reviendra après, mais il y a aujourd'hui plein d'autres manières aussi d'investir dans les cryptos. Quand on resitue en 2016-2017, c'est pas le cas. Il y a pas 15 000 manières d'investir dans les cryptos, même investir dans les cryptos, c'est pas évident. Et c'est aussi ça qui fait que le minage avait beaucoup de succès, c'est que comme les cryptos étaient à ce moment-là un sujet qui était encore très peu c'était niche, très peu traité, très niche, très abstrait pour la plupart des gens. En fait, le mining arrivait quand on t'expliquait c'est quoi les cryptos, on commençait par t'expliquer c'est quoi Bitcoin.
comment ça marche Bitcoin, et donc on t'expliquait très vite le minage. C'est vrai. Et donc en fait, dans le circuit de réflexion des gens, ils arrivaient à dire ok, les cryptos, bon, ça semble intéressant, mais vas-y, je comprends pas, mais explique-moi. Ok, les cryptos, ça marche, ok, donc des transactions de manière décentralisée, sans organe central. J'ai quasi compris, mais c'est pas hyper clair. Et après, tu arrivé avec comment ça marche. En fait, c'est des ordinateurs et tout. Ok, oh putain, un ordinateur, ça c'est quelque chose de concret. Ça, je comprends. Ça, c'est tangible. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui disaient, ok, moi, investir dans les cryptos, acheter du Bitcoin, j'ai plus de mal. Par contre, me dire, acheter un matériel que j'ai chez moi, que je possède physiquement, c'est du composant informatique. Qui génère Demain, je peux en faire autre chose. Si demain, je vais arrêter de miner, c'est du matériel informatique. Donc, tu peux le reconfigurer très simplement comme un PC. Tu peux revendre individuellement les composants. Il y avait une matière tangible qui rassurait beaucoup les gens. Et donc, il y avait beaucoup de gens qui venaient et qui étaient intéressés par les cryptos et qui voulaient plutôt commencer à rentrer par là parce que ça les rassurait d'avoir cet aspect matériel. Intéressant. Et ça a fini par évoluer du coup? Ça a fini par évoluer parce que le marché du minage s'est largement professionnalisé. Maintenant, c'est essentiellement des très très grosses infrastructures qui sont là. Donc, tu peux encore en tant que particulier, mais généralement aujourd'hui en tant que particulier, tu as encore des dispositions intéressantes et tu vas acheter ton propre mineur, mais c'est compliqué. Surtout que maintenant, les mineurs sont de plus en plus spécialisés, donc ils sont de plus en plus chers. Tu vois, aujourd'hui, si on parle d'ASIC, aujourd'hui, les nouveaux ASIC qu'il y a sur le marché, c'est plusieurs milliers d'euros, même certains qui montent à plus de 10 000 euros. Tu vois. Okay. Donc déjà, le coût d'investissement de base est plus important. Donc, inabordable. Généralement, et puis pour que ton mineur il soit efficace, il faut qu'il soit dans des bonnes conditions. Donc il faut qu'il soit dans un environnement, si tu veux qu'il dure longtemps, qu'il soit frais, où il n'y a pas trop de poussière, etc. Il faut que tu puisses faire de la maintenance dessus régulièrement, etc., etc. Ça, en tant que particulier, tu n'as pas forcément le temps de le faire. Et donc maintenant, généralement, les gens, soit ils achètent directement le matériel, mais il est mis en ce qu'on appelle en hosting dans des fermes de minage dédiées, soit directement tu achètes des parts de parcs directement dans des fermes de minage. Donc ils vont être maintenant majoritairement aux États-Unis, au Canada, en Islande, encore un peu en Chine, mais c'est un peu plus difficile de savoir ce qui s'y passe, quoi. Et vous, comment ça vous a affecté du coup cette évolution-là? Et nous, en fait, on a évolué assez rapidement. Donc la création de la structure, c'est 2017. Les premières machines vendues, du coup, c'est 2017 aussi. Première livraison, c'est septembre 2017. Et puis, mais on était curieux de voir comment le marché évoluait. Donc, on regardait déjà pas mal d'autres choses. On avait une plateforme sur laquelle, du coup, tu minais, tu recevais des cryptos sur ta plateforme, mais tu pouvais déjà les échanger. Donc, si tu minais de l'Ether, tu pouvais déjà le changer contre du Bitcoin, tu pouvais faire d'autres choses. Et puis, on a découvert à l'été 2018, quelque chose qui s'appelle les masternodes. Donc là, c'est encore un truc un peu plus compliqué. Mais en gros, le minage souffre d'une réalité, mais qui est mal comprise, c'est que ça consomme de l'énergie. Donc il y a toujours ce débat un peu énergétique qui mériterait largement débat, parce qu'en réalité, le minage, c'est plus, quand tu creuses vraiment le sujet, c'est plus une opportunité énergétique qu'une contrainte énergétique. Mais face à ça, il y a des gens qui se sont dit, ok, ce serait bien qu'on puisse faire la même chose, ou en tout cas valider des transactions différentes, parce qu'aujourd'hui, tu as différentes blockchains, tu n'as pas une blockchain, tu as plein de cryptos et tu as plein de blockchains différentes qui fonctionnent de manière plus ou moins similaires ou plus ou moins différentes, qui ont leurs caractéristiques, et tu as des grandes familles de validation. Et donc il y a une autre grande famille qui a commencé à émerger, qui s'appelle le Proof of Stake. Et donc dans ce Proof of Stake, en gros, l'idée un peu différente, c'est de dire, plutôt que de fournir ta preuve en mettant de l'énergie, en fait, tu vas mettre en séquestre de la crypto. Donc, tu vas faire comme une caution, tu vas immobiliser une quantité X de crypto-monnaie, et ça va te donner le droit d'opérer un serveur, et donc de valider les transactions d'une autre manière. Et sur ça, pareil, tu vas recevoir les nouvelles cryptos qui sont émises vont être distribuées là. Donc, si d'un point de vue investisseur, c'était intéressant parce que ça te permettait de dire, j'immobilise une quantité X de crypto, donc je dois acheter ce qui s'appelle un collatéral, et en contrepartie, je vais toucher des intérêts. Mais l'avantage par rapport à du matériel, c'est que ce que tu achètes au départ a une valeur et beaucoup plus liquide, même si tu as des périodes de blocage. C'est des périodes de blocage qui sont relativement courtes, c'est quelques jours à quelques semaines grand maximum. Mais ça a toujours une valeur. Donc si tu as acheté une machine 3 000 euros et que dans 2 mois tu ne veux plus miner, tu n'as pas miné l'équivalent de 3 000 euros, donc quoi qu'il arrive, tu pars de moins 3 000 en fait. Bien sûr. Si par contre tu as acheté un collatéral et que tu l'as acheté à 1 000 euros et que la crypto elle est divisée par 2, ton collatéral il vaut pas 0, il vaut 500, mais tu peux le retirer. Donc en fait tu peux repartir avec une base supérieure. Et de la même manière, s'il a pris de la valeur, tu peux aussi sortir plus tôt. Donc tu as
une temporalité et une liquidité qui était un petit peu plus intéressante. Alors sur des projets beaucoup plus jeunes, donc tu prenais aussi plus de risques, mais on s'est dit ok, ça peut être une diversification intéressante. Donc on a exploré ça et pareil, si tu voulais détenir ton propre masternode, bah, c'était assez compliqué parce qu'il fallait déjà être capable d'acheter des cryptos sur des plateformes d'exchange qui étaient un peu plus exotiques. Fallait être capable de monter le serveur, fallait être capable d'entretenir le serveur. Donc un masternode, ça reste quelque chose de physique en fait. C'est un serveur. D'accord. Ouais. Donc finalement, en fait, le sous-jacent n'a pas tant changé. On est passé en fait de cartes graphiques et de choses comme ça qui tournaient à un serveur. Par contre, il y a c'est pas le même type de serveur. Bien sûr, mais en gros, on a toujours un sous-jacent physique. Par contre, ce sous-jacent-là, étant donné qu'il a une représentation en fait immatérielle, le masternode, tout à fait. On a créé un marché de l'outil de vérification en fait. Parce que si on veut, on peut le lire comme ça. Ouais. D'accord. Parce que du coup, effectivement, on pouvait acheter et revendre un masternode. C'est ça. Et l'évolution du masternode, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui sous forme de stacking, où là, en fait, avant, tu devais faire plein de petits serveurs, tu vois, tu avais cette notion de collatéral. Ouais. Et aujourd'hui, sur le stacking, en fait, tu l'as encore, mais beaucoup moins. Mais en gros, tu vas pouvoir mettre beaucoup plus de tokens sur un serveur. C'est comme si tu avais un panier qui était beaucoup plus gros et sur lequel tu pouvais. Et surtout, tu peux accueillir des gens de l'extérieur. C'est-à-dire que si moi, je monte un serveur, bah toi, tu vas pouvoir mettre tes tokens sur mon serveur et être rémunéré de la même manière. Alors que sur les masternodes, quoi qu'il arrive, le cœur même devait détenir les tokens, tu vois. Et tu ne pouvais pas recueillir des tokens à toi sur mon serveur. Token, je crois qu'on a depuis le début. Token crypto. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord. Donc en fait, à l'époque du proof of work, on mesurait plutôt la quantité d'énergie qui était, en gros, qui passait dans la moulinette pour faire tourner les machines, pour valider les algorithmes qui permettaient de confirmer que tout le monde avait bien tout ce qu'il fallait pour les transactions. Et on a basculé sur un système où ce qu'on observe, c'est plus la consommation d'énergie, même s'il y en a encore, du coup, puisque on a des serveurs. Donc oui, c'est de l'ordre de 1000 fois moins. Mais donc en fait, c'est puisqu'on a optimisé la consommation énergétique, enfin, c'est peut-être pas corrélé. En fait, tu raisonnes différemment, c'est-à-dire que là, effectivement, où avant ton dénominateur c'était l'énergie, aujourd'hui ton dénominateur c'est la quantité de tokens détenus. Tu prends un pari sur l'enjeu en fait, c'est ça. Ouais. Exactement. Donc c'est ça, proof of stake, c'est la preuve d'enjeu. La preuve d'enjeu. Voilà. Donc c'est ce que tu dois mettre en jeu pour. Et en même temps, ça a corrigé ce problème de consommation énergétique qui en est ou pas un parce que effectivement. C'est ça, corriger. Alors parce qu'effectivement, pour moi aujourd'hui, c'en est pas un. Et si tu creuses un peu le sujet, tu te rends compte que c'en est pas un. Et de toute façon, les deux, il n'y a pas de modèle parfait. Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut, mais on n'a pas réussi à égaler la sécurité que tu peux avoir sur un réseau proof of work, tu vois. Et rapidement, juste, on entend souvent la plupart des détracteurs qui vont dire que, en fait, les crypto-monnaies, alors, il y a les pires qui disent que ça n'apporte rien, mais on va dire que souvent on a le message qui dit que, grosso modo, Bitcoin, etc., est polluant parce que ça consomme beaucoup d'énergie. Donc, et que le proof of work, c'est notamment l'une des racines de ce problème-là. Toi, quand tu dis que c'est pas tout à fait vrai, pourquoi? Enfin, en tout cas, qu'est-ce qu'il y a comme contre-argument? En fait, il y a plein de manières de le voir. Déjà, il y a consommer de l'énergie. Il faut voir quelle énergie tu consommes. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui pensent que l'énergie qui est utilisée pour miner du Bitcoin, c'est de l'énergie qui est prise à des foyers ou de l'énergie supplémentaire qui est créée. Alors que ce n'est pas le cas. C'est de l'énergie qui est déjà produite quoi qu'il arrive, mais qu'aujourd'hui n'est pas exploitée ou dont personne ne veut. Donc déjà, il n'y a pas un surplus de production d'énergie. Et de toute façon, on ne peut pas la stocker, en tout cas pas à l'échelle. On ne sait pas bien le faire. Ou en tout cas, ça coûte, les endroits où on sait le faire, ça coûte trop cher. Et c'est souvent, comme je te dis, dans des endroits où quand tu vas au fond de l'Islande ou quand tu vas au nord du Canada, c'est des zones géographiques où on n'a pas besoin tant d'énergie. En tout cas, elle n'est pas consommée sur place. La déplacer, ça coûte beaucoup trop cher. Donc en fait, ils ont besoin d'énergie pas chère. Donc l'énergie qui est pas chère, c'est l'énergie soit personne n'en veut, soit c'est du surplus. Et mieux que ça, c'est que tu vois, si on prend l'exemple des barrages hydroélectriques, donc les barrages hydroélectriques, ce qui est compliqué, c'est que le modèle économique est extrêmement compliqué, ça coûte extrêmement cher de mettre en place. Et comme ils ont toujours des excédents, parce qu'il n'y a jamais la totalité du barrage qui est utilisée, ça veut dire qu'ils ont toujours une perte économique. Et en fait, le mining te permet d'offrir un revenu supplémentaire au barrage
qui leur permet d'avoir un meilleur amortissement et qui va permettre de financer aussi des installations. C'est-à-dire qu'en Afrique, par exemple, il y a plein de barrages qui ont été fondés dans les dernières années au Congo ou autres, qui ont pu être financés grâce au mining. Parce qu'en fait, on se dit que cette énergie, on n'en a pas forcément besoin aujourd'hui. Alors, on en aura certainement besoin demain, vu comme les projections qu'on fait en termes de développement. Mais comme on n'en a pas besoin aujourd'hui, personne ne veut financer ça. Ça coûte trop cher, c'est un gouffre. Et en plus, on n'a pas de certitude que ça servira. Avec le mining, on va dire, regarde, en fait, on peut le monter maintenant. Pour l'instant, il sert à des mineurs. Et demain, quand on a besoin, les mineurs, il y a ce qu'on appelle la capacité d'effacement. C'est-à-dire qu'il y a plein d'endroits où en fait, il y a les mineurs qui vont se mettre en place et ils ont un contrat d'effacement. Donc, c'est-à-dire que si à un moment donné, cette énergie, elle doit être disponible pour du public, en fait, ça se débranche et c'est automatiquement déversé. Donc, super intéressant. Donc il y a déjà eu des accrocs à certains endroits, mais globalement ça fonctionne comme ça. Donc il y a plus d'opportunités énergétiques sur ça. Après voilà, moi je suis plus un spécialiste du minage, mais on a la chance d'en avoir plein en France qui seraient capables de le développer beaucoup mieux que moi. Et c'est d'ailleurs pour ça que aujourd'hui, quand la Chine a retourné un peu sa veste sur le mining, que les États-Unis se sont jetés dessus et qu'aujourd'hui la zone géographique qui produit le plus de Bitcoin, le plus de mineurs, c'est les États-Unis. C'est pas pour rien, parce qu'il y a une vraie opportunité économique à le faire. Et aujourd'hui, la France veut pas l'entendre, principalement pour des raisons politiques, parce qu'on voit que la face émerge de l'Albert, de dire ça consomme de l'énergie, et après c'est pareil, oui effectivement ça consomme trop, mais trop par rapport à quoi? Alors on voit des analogies qui sont débiles, ça consomme plus que tel ou tel pays, enfin des comparaisons qui n'ont absolument aucun sens. Oui, c'est pareil, c'est comme quand on dit que Bitcoin en gros vaut plus que telle boîte. On compare à des choux et des carottes quoi. Tout à fait, ça a pas trop intéressant. Ouais. Et donc je reviens sur Just Mining, ensuite vous êtes passé au Masternode. C'est ça. Donc le mining, donc on en a fait au départ, on a totalement arrêté à partir de 2019 parce que justement nous du coup on faisait donc le mining, donc le proof of work et la partie Masternode stacking, proof of stake, et on faisait les deux et on commençait à monter en compétences et en volume financier sur les deux activités, et à un moment donné le marché était en train de se structurer. Et c'est deux métiers qui sont totalement différents, qui impliquent des ressources humaines différentes, des ressources financières différentes, une géographie aussi différente. Et donc, si tu veux aller à l'échelle, c'était impossible de cumuler les deux. Donc, à un moment donné, il a fallu faire un choix. Pour diverses raisons, on a pris, nous, la partie proof of stake. Non pas qu'on n'a pas de conviction sur la partie proof of work, mais en tout cas, aujourd'hui, ceux qui font du proof of work à grande échelle, c'est soit des mecs qui gèrent des data centers, soit des énergéticiens. C'est ce type de profil aujourd'hui qui font du mining à grande échelle. Très ingénierie du coup. C'est ça. C'était ingénierie / industrie du coup. Et c'est pas du tout les profils que nous on avait. Donc nous on a laissé cette partie-là de côté et on est parti sur l'autre côté. Et donc ça s'est fait en 2019-2020. Donc c'était plus Just Mining. Donc ça s'appelait encore Just Mining à l'époque, mais on faisait plus du tout de mining. Il y a eu la réglementation qui est passée par là aussi, donc qui fait que tu pouvais faire plus tout à fait les choses de la même manière, ou en tout cas il y a eu plus de règles qui ont été mises en place, ce qui a permis aussi au marché de s'organiser, de structurer. Et donc nous on a fait notre rebranding en 2022. Fin 2022, pour deux raisons. C'est que on avait une marque qui était Just Mining qui était très forte, et donc t'avais pas envie c'était assez difficile de casser cette marque-là. On voulait le faire correctement. On n'avait jamais fait de rebranding, on ne savait pas comment fallait faire, donc on a pris le temps de le faire. Et si tu veux, on voulait qu'au moment où ce sera fait, on soit aussi prêt pour expliquer, pourquoi ce changement, c'est quoi notre positionnement aujourd'hui, et qu'il soit parfaitement assumé, clair et compréhensible de la part des gens. Donc il fallait que ça se fasse d'une manière assez smooth. Donc voilà, il y avait d'autres verticales qui nous intéressaient, notamment plus sur les investisseurs institutionnels, etc., qui ne nous connaissaient pas forcément. Donc on a commencé d'abord à travailler avec eux, et au moment comme ça où on est sorti, c'était propre. On avait déjà des offres qui étaient claires, sur lesquelles on avait un peu de track record, sur lesquelles on avait déjà travaillé avec quelques clients. Et donc au moment où Meria est né, c'était beaucoup plus naturel pour les gens, et il y avait une clarté qui était directement compréhensible. Parce que du coup, ce qui fait, en fait, votre activité, donc elle s'est recentrée, donc on est toujours sur le staking. Aujourd'hui, si je te fais l'explication de ce qu'est Meria, aujourd'hui Meria, on a deux métiers. C'est-à-dire qu'on a toujours un cœur de métier qui est technique, donc opérer
ce qu'on appelle des validateurs, en gros, maintenant. Donc, c'est ces fameux serveurs qui vont te permettre de faire du stacking ou autre. Donc vous avez quelque part des serveurs, en fait, c'est ça? Ah oui, Okay. c'est notre cœur de métier, c'est notre vraie valeur ajoutée. Si on compare à des plateformes comme du Binance ou autre, on va avoir des points de concurrence, on va surtout avoir des points de complémentarité. Parce que ce métier-là, technique-là, eux, ils savent pas le faire et c'est pas leur job de le faire. Okay. Donc nous, notre cœur de métier, c'est vraiment ça, cette partie technique qu'on estime aussi hyper importante parce que sur un marché qui est en train d'évoluer à une vitesse grand V, on estime, en tout cas nous, notre pari, c'est que si tu veux vraiment comprendre comment les évolutions elles se font sur le plan technique, si tu veux vraiment toujours être à jour, il n'y a que si tu as les mains dedans et que tu comprends comment ça fonctionne techniquement que tu pourras être à jour. Donc ça, c'est notre premier métier. Et ce métier-là, en fait, on le traduit par un deuxième métier, qui est là du coup un métier plus financier, sur lequel on est régulé auprès de l'AMF et de la CPR. Et donc ce métier-là, en gros, c'est que Meria, derrière, c'est une plateforme d'investissement où on a 3 verticales, en fait, 3 canaux de distribution. Un premier qui est très inhérent à notre métier, qui se passe tout de manière décentralisée, tout on-chain. C'est-à-dire que les validateurs qu'on opère, ils sont publics. Donc si toi, tu es à l'aise avec les cryptos, que tu as ton propre portefeuille crypto et que tu veux garder l'accès à tes cryptos, ou en tout cas garder la propriété de tes cryptos, tu peux venir directement déléguer sur ces validateurs et récupérer les récompenses. Donc ça, tu peux le faire de manière décentralisée sans avoir à venir directement sur la plateforme. Après, on a la plateforme, meria.com, la chose pour laquelle on est plus connu. Donc là, c'est une plateforme d'investissement on ne peut plus classique, avec un parcours qui va ressembler à celui que tu vas avoir sur une néobanque ou sur une plateforme d'investissement traditionnelle, où là, on va te permettre d'avoir accès à nos services, donc de faire du rendement sur des cryptos. Mais pour que l'expérience soit complète, on a greffé tous les autres services annexes. Donc tu peux acheter très simplement des cryptos, tu peux faire des échanges, tu peux acheter en euros, tu peux déposer des cryptos, tu peux ressortir en euros. Donc si tu as du Bitcoin, tu peux le revendre contre des cryptos. Et tu vas avoir un certain nombre d'autres services d'investissement qui vont te permettre de générer des investissements. Parce que nous, la narrative, c'est pas on n'est pas une plateforme de trading, c'est-à-dire que si ton but c'est d'aller voir des charts et de faire de l'analyse graphique, c'est pas chez nous que tu vas venir. Par contre, si ton but c'est de constituer un patrimoine crypto quantitativement avec des produits d'investissement, etc., là nous on va avoir une vraie valeur ajoutée à te proposer. Et on a une troisième verticale qui est un peu plus nouvelle, qui est la partie plus, on va dire, institutionnelle, finance traditionnelle, où je mets 2 choses, où je mets d'abord tout ce qui est conseiller financier, family office, banquier privé, conseiller en gestion de patrimoine, qui aujourd'hui ont de plus en plus de sujets crypto de la part de leurs clients et qui ne savent pas forcément comment le faire, qui ne sont pas à l'aise techniquement avec le sujet, qui n'ont pas le setup réglementaire, mais en fait ils vont se référer à des acteurs comme nous, où nous on va être capable de les accompagner sur ça, et on va être capable de faire aussi les opérations, etc. Et tu as également une partie gestion, où on fait aussi des portefeuilles pilotés pour les gens qui veulent investir dans les cryptos, mais qui ne veulent pas du tout s'en occuper. Où là, du coup, à partir de 30 000 euros, nous, on a des équipes de gestion qui vont totalement piloter ton portefeuille en fonction d'un profil de risque qui est calibré. Super intéressant. Donc, en gros, vous avez vraiment une offre qui peut correspondre à tout type d'acteurs, tout type de patrimoine. C'est assez large. Et puis, du coup, aujourd'hui, on s'est étendu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Meria, c'est à peu près 50 personnes aussi, du coup, avec ses différents profils métiers. Une partie vraiment très tech, très presque R&D qui va sourcer toujours des nouveaux projets, qui va opérer cette partie technique, une équipe financière qui va calibrer le tout, une équipe réglementaire, et après une équipe commerciale qui va faire la distribution de tout ça. Parce qu'il y a un point juste que je veux encore éclaircir, c'est que globalement, votre activité très technique, où justement vous opérez, vous avez ces serveurs, en fait c'est parce qu'il y a des personnes qui ont des projets crypto, c'est-à-dire qui veulent créer alors, soit des blockchains, soit des projets sur des blockchains, et pour lesquels eux, pour faire fonctionner ça, ils ont besoin justement de staking. En fait, ils ont besoin de ce qu'on appelle des validateurs. Exactement. Et vous positionnez comme un validateur. Et votre rôle, c'est de trouver je ne sais pas si on peut appeler ça pour ce point-là des investisseurs, mais de trouver en fait des personnes qui ont envie d'immobiliser des crypto-monnaies pour en dégager un rendement sur tel ou tel projet. Ouais, c'est ça. Puis après, du coup, là, aujourd'hui, avec l'établissement qu'on a sur le marché, c'est double. C'est-à-dire qu'on va aussi être force de proposition, c'est-à-dire qu'il y a des projets où on va nous-mêmes lister des nouveaux projets et les gens vont venir, mais ce n'est pas forcément les gens qui disent « Ah, on aimerait bien avoir ce projet-là ». Des fois, nous, on va être force de proposition en disant « Voilà, un nouveau projet que nous, on amène, en tout cas qu'on vient lister, avec lesquels on travaille, etc. etc. » Intéressant. Comment est-ce que votre activité elle est corrélée parce que déjà à l'époque pour Just Mining et je pense pour Meria, vous avez traversé le marché crypto est cyclique. Il y a des périodes
qui vont bien, d'autres moins bien. Enfin, en ça, tout cas, c'est des périodes de croissance, les bull runs. Les bull runs et les bear market. Donc généralement tous les cycles durent à peu près 4 ans. Ils sont dictés par ce qu'on parlait tout à l'heure, les halvings, ce fameux moment où l'émission de nouveau Bitcoin est divisée par 2. En théorie, il devrait avoir de moins en moins d'impact sur le temps, mais en tout cas jusqu'à aujourd'hui, les cycles ont toujours été respectés. Ça vous affecte comment du coup Forcément, comme tous les acteurs crypto, ça nous affecte beaucoup. Le but après justement, et c'est là où tu as la partie entrepreneuriale qui intervient vraiment, c'est de dire comment tu fais pour être le moins dépendant possible de ces cycles. Tu sais que quoi qu'il arrive, quand tu vas arriver en bull market, ton activité elle va exploser de manière exponentielle. C'est totalement démesuré. Les nuits sont courtes. Les nuits sont courtes, mais c'est un plaisir parce qu'il y a tout qui fonctionne et ça va dans tous les sens. Donc c'est des périodes qui sont hyper intenses, mais hyper intéressantes à vivre. Et à côté de ça, c'est des périodes qui sont assez courtes. Hein. Ça va durer un bull market, ça va durer peut-être 6-8 mois, parfois un peu plus, mais c'est assez rare. Et par contre, les bear markets, ça dure 2 ans, 2 ans et demi. L'hiver est long. Hein, l'hiver est beaucoup plus long et beaucoup plus rude. C'est souvent là où on entend parler. Les bull markets, c'est là où on voit Bitcoin à TF1, et les bear markets, c'est là où tu vois les communications qui te disent que telle boîte a licencié 20% de ses effectifs ou des trucs comme ça. En gros, c'est un petit peu ça. Donc, nous aujourd'hui, on vit notre 3e cycle. Donc, du coup, tu as un petit peu plus de recul. Enfin, en tout cas, on en a passé 2. On entre dans le 3e. Donc, le premier, forcément, il fait très mal. Il te fait aussi mal sur le plan personnel, hein, parce que du coup, tu es forcément investi dans les cryptos. Donc, quand les cryptos prennent la claque, tu la prends, la prends avec. Hein. Donc, quand tu commences, et nous, le premier qu'on a vécu, c'était vraiment au tout début de l'activité. Donc, forcément, t'es pas armé, t'es pas préparé à ça. Donc, forcément, ça fait très mal. Et puis après, c'est de la résilience, et c'est ça aussi qui fait ta légitimité et ta crédibilité sur le marché. C'est-à-dire que nous, quand on a commencé, on était très jeunes. Donc au début c'était rigolo, tu vois, des jeunes qui font des trucs et tout, ça marche, c'est un peu intéressant et tout. Et quand il y a le bear market et que tout le monde s'effondre un par un et que toi tu tiens, ils se disent putain, comment ça se fait qu'ils tiennent eux? En plus ils n'ont pas levé de fonds, ils sont en autofinancement, alors que tous les autres qui ont levé des millions, ils s'effondrent un à un. En fait voilà, quand tu as de l'argent que tu as gagné toi, tu la dépenses aussi de manière un peu différemment de l'argent qu'on t'a donné. Et voilà, et cette résilience a beaucoup servi notre légitimité. Et finalement aujourd'hui, des acteurs qui sont là depuis 2017, t'en as pas 15 000 sur le marché. Donc ça, forcément, ton ancienneté joue pour toi. C'était quoi, d'autant que tu te rappelles, le moment le plus dur que vous avez eu à traverser Le moment le plus dur, c'était, je pense, l'affaire UST, tu sais, Terra Luna, où là, donc en gros, c'était un stablecoin. Donc un stablecoin, c'est une crypto qui est indexée à une valeur stable. Donc là, en l'occurrence, c'était censé être indexé au dollar, et puis c'était un stablecoin qu'on qualifie d'algorithmique. Donc son équilibre était gardé par le biais d'un mécanisme avec un autre token, et en fait il y avait une configuration dans laquelle ça pouvait plus se maintenir, mais l'écosystème avait tellement grossi, au moment où ça s'effondre, ça pèse, je crois en 48 ou 72 heures, c'est 50 milliards qui s'effacent. Donc en fait, on était dans le truc de too big to fail, tu vois, c'était trop gros, ça pouvait pas tomber. Tout le monde se dit non, mais il perd, mais il va revenir, et en fait, ça s'est effondré en quelques instants. Et donc nous, forcément, c'était le 2e ou 3e plus gros stablecoin du marché. À ce moment-là, il y avait l'émergence de toute l'euphorie autour de la finance décentralisée, donc il y avait aussi beaucoup de produits qui te permettaient d'avoir du rendement sur des stablecoins. Celui-ci en était un qui te permet d'avoir une grosse rémunération sur les stablecoins. Donc nous, on avait un produit d'investissement qui était basé sur ça, où on avait une poche qui était sur ce produit-là. Donc forcément, on a été affecté. Donc là, du coup, nos clients ont dû encaisser une perte, mais ça a été une affaire, tu vois, 50 milliards qui s'effacent en quelques jours. Forcément, ça fait un gros boom dans l'écosystème. Il y a beaucoup de sociétés qui ont fait faillite derrière ça. Donc voilà, on a eu des clients qui ont été affectés par ça. Donc forcément, c'est pas des moments qui sont agréables à gérer. Mais au final, ça c'est avec le recul, c'est une bonne chose. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir comment tes équipes et de voir comment toi et comment les process que tu as mis en place se comportent réellement en temps de crise. Ça te permet d'ajuster des choses derrière. Ça te permet aussi de te montrer que
faut toujours avoir beaucoup d'humilité aussi sur ce marché parce que c'est un marché qui va très très vite et quand tu as l'impression de tout comprendre et qu'il peut arriver sur ce marché, c'est généralement là qu'il t'arrive des bricoles. Oui. Donc c'est jamais agréable à vivre, mais si tu veux, dans une carrière d'entrepreneur aujourd'hui avec du recul, je pense que ça fait partie des moments qui te forment et qui t'apprennent bien sûr. beaucoup de choses. Tu vois. J'imagine. Ça, c'est intéressant parce que les cycles et puis ces catastrophes là dont tu parles, en gros, j'avais eu une discussion à ce sujet-là et même c'est une réflexion que je me fais depuis pas mal de temps. Beaucoup de gens disent qu'il y a souvent des scandales en crypto, des boîtes qui s'effondrent. Et il y en a depuis des années, enfin c'est pas nouveau. Oui, et puis il y en aura encore. Hein. Mais en fait, pour moi, c'est logique, dans le sens où on est sur un marché qui va très vite, qui dort jamais. Contrairement à la bourse, en fait, la nuit, ça s'arrête pas parce que elle est partout. Et on est sur quelque chose qui est très rapide, dont les cycles sont forcément plus courts que des cycles en finance traditionnelle. Et en finance traditionnelle, on va avoir des scandales qui vont être des crises qui vont être plus espacées parce que les cycles sont plus longs. Et c'est normal que sur un marché où on va avoir des cycles beaucoup plus courts, on va avoir l'impression qu'en fait, il y a beaucoup plus de scandales, alors que c'est juste parce qu'on est dans une temporalité plus compressée. Ouais. Et puis la réalité, c'est que les gens font aussi souvent quand il y a tous les problèmes qu'il y a pu avoir ou tous les gros scandales crypto, le dernier en date FTX, il y a des gros amalgames sur ça. C'est-à-dire que les gens ont l'impression que c'est la crypto qui a failli dans cette affaire, alors que non, c'est la société. C'est comme si demain il y avait un braquage à la Société Générale et que tu disais que c'était l'euro qui s'était fait braquer. Bien sûr. Non, en fait, c'est la Société Générale qui s'est fait braquer. À un moment donné, c'est soit une erreur de chez eux, mais en tout cas, c'est l'établissement. Donc là, en l'occurrence, FTX, c'était une bourse d'échange qui avait des process de gestion qui étaient catastrophiques et qui était la deuxième plus grosse plateforme, où on est tombé dans le même truc que UST, c'est-à-dire que c'est devenu tellement gros que ça, tout le monde se dit ok, c'est bon, ça peut plus tomber. Ils avaient encore quelques mois avant de tomber, ils avaient encore fait une levée de fonds démesurée avec les plus gros fonds américains, mais c'est impossible qu'il y ait eu des diligences qui aient été faites, ou en tout cas elles ont été faites correctement. Et le fondateur, c'était un des plus gros financeurs de la campagne de Joe Biden à l'époque. Ouais. Il y avait les trois quarts des politiques américains qui étaient plus ou moins pas impliqués, mais en tout cas qui avaient un lien avec cette affaire-là. Donc à ce moment-là, c'est pas la crypto qui est en cause, tu vois. Ouais. C'est le système, la crypto et le sous-jacent. C'est comme quand tu as les arnaques avec les Ponzi ou autres. Parfois, effectivement, il y a des Ponzi ou des affaires qui tombent et qui sont où la crypto était le sous-jacent. Mais comme il y en a tout le temps qui tombent, où c'est le diamant le sous-jacent, où il y en a où c'est les robots de trading ou les plein de trucs. Non, c'est clair. Puis en informatique, le plus gros problème, il est entre la chaise et le clavier, quoi. Enfin, les trois quarts du temps. Comme tout, oui, non, mais c'est ça. Et, ça. Alors, ça veut pas dire qu'il peut pas y avoir de problèmes ou de risques dans les cryptos, évidemment qu'il y en a, mais en tout cas, il y a souvent une incompréhension qui est faite à ce niveau-là. Ouais. Est-ce que tu trouves, par contre, selon toi, que l'opinion générale, il a changé sur les cryptos ? Complètement. Déjà, aujourd'hui, tout le monde a entendu parler du sujet. Alors, pas forcément un avis ou pas forcément compris, mais en tout cas, tout le monde a un avis. Il y a des études qui montrent qu'il y a quand même des gens qui ont passé le pas, puisque les dernières études en France, on estime entre 10 et 13% le nombre de Français qui détiennent des cryptos. Donc, c'est un peu plus d'un Français sur 10. Donc, c'est quand même important. Et je pense que si tu fais le tour autour de toi, je pense qu'il y a tout le monde qui a déjà essayé de passer le pas, plus ou moins. On n'est pas loin de la stat sur la détention d'actions, non ? Enfin, ça doit pas être à l'époque, c'était plus, mais c'était surtout sur la notion de en nom propre. Ouais, d'accord, ok. Oui, parce que si on passe par des intermédiaires ou par des placements communs, c'est ça. D'accord. Et là, il y a une matérialisation très concrète de ce qu'on vient de dire, c'est ce qui est en train de se passer aux États-Unis, c'est-à-dire que aux États-Unis, pourquoi aujourd'hui, que ce soit Trump ou Biden, les deux parlent de crypto ? Parce que on a un électorat dans cette campagne, on va avoir un électorat qui est particulièrement jeune, qui est particulièrement sensible au sujet. Et il y a eu des études qui ont été faites en fin d'année dernière, et la proportion de jeunes qui se disaient prêts, alors c'est pas effectivement le seul motif, mais qui disaient prêts à voter pour un candidat qui avait une appétence au sujet crypto, on était à 50%, tu vois. Et cette partie-là de la population, je crois que elle représente quasiment un quart de l'électorat pour ces prochaines élections aux États-Unis. C'est vrai que ça s'est beaucoup immiscé en politique. Il y a le maire de Miami, je crois, qui était. Le maire de Miami, ça fait déjà des années, mais là, ce qui est en train de se passer avec donc il y en a eu les ETF Bitcoin au début de cette année. Là, il y a les ETF Ether qui sont en train d'arriver. Je sais pas si ça va être diffusé quand, mais en tout cas, au moment où on parle, on est vraiment là ça devrait arriver dans les prochains jours, prochaines semaines. Okay. Les ETF Ether sont surtout le fruit d'une pression politique, sinon je pense que ça aurait mis plus de temps à arriver.
Donc la régulation aussi, elle évolue forcément. La régulation, elle évolue avec ça. La régulation, c'est toujours un sujet compliqué parce qu'on est sur des technologies qui sont très jeunes, qui évoluent aussi très vite. Donc, c'est-à-dire que des fois, on se pose des questions et les régulateurs ou les politiques ont toujours un petit temps de latence. Donc, si tu veux, comme ça évolue très vite, des fois, ils se posent des questions sur un sujet. Au moment où ils vont arriver à la réponse, on est déjà à un autre sujet, en fait. Donc en tout cas, la problématique est plus la même. Donc, c'est toujours très compliqué. Mais en tout cas, ce qui est positif, c'est que maintenant, le sujet est considéré, il est autour de la table, partout dans le monde, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe ou autre. D'ailleurs, on arrive dans une fenêtre de tir où les 12-18 mois qui arrivent là vont être assez décisifs pour ces sujets-là, pour les entités. Ça va définir pas mal de choses sur comment tu pourras évoluer demain. C'est aussi la raison pour laquelle on voit de plus en plus d'institutionnels qui arrivent sur le sujet. Tu vois, les grands gestionnaires d'actifs, BlackRock, VanEck, etc., qui sont mis sur le sujet. Tu prends Visa, Mastercard, qui sont déjà très impliqués sur le sujet. JP Morgan qui fait pas mal de choses aussi, toutes les banques françaises aujourd'hui, tu sais, on parle des banques françaises qui sont toujours un peu réticentes. Aujourd'hui, si tu prends les établissements réguliers, en France, on a une centaine. Dans ces 100, tu as Forge, filiale Société Générale, tu as KCIS, filiale Crédit Agricole, tu as la Banque de Lubac, enfin tu as plein d'établissements traditionnels qui se sont emparés du sujet, alors qui ont parfois publiquement un discours qui est pas toujours fermeture de compte, qui est pas toujours le même. Voilà, on a encore des sujets comme ça, mais en même temps c'est des machines qui sont aussi tellement grosses que au sein de la même machine tu peux avoir des gens qui sont favorables et des gens qui le sont pas. Donc c'est toujours compliqué d'avoir un consensus sur ça. Mais en tout cas, les mentalités elles ont très largement évolué. Et elles vont considérer. Enfin, aujourd'hui on peut assez facilement affirmer que les cryptos feront partie de l'avenir. Après, la forme que ça va prendre, ça c'est plus difficile à dire, mais en tout cas, ça disparaîtra plus demain. Ça va être ma question. Est-ce que, selon toi, est-ce qu'on va vers une acceptation grand public? Je pense que, en fait, peut-être que ce fantasme-là aussi évolue avec les années, mais à une époque, on s'attendait à voir, alors peut-être pas du jour au lendemain, mais une espèce de grand bouleversement de l'économie avec un usage recrudescent des crypto-monnaies dans de plus en plus de cas d'usage en fait, d'utilisation. Est-ce que pour toi, on se dirige vers ça ou pas? Qu'est-ce qui manque pour avoir cette acceptation-là? Ou est-ce que pour toi, on est déjà finalement dans une espèce d'acceptation du grand public, mais plutôt sur des cas spécifiques? En fait, il y a plein de choses. Déjà, le problème, un des problèmes, c'est que quand on entend crypto-monnaie, on entend moyen de paiement, et donc on attend que toutes les cryptos soient un moyen de paiement, alors que toutes les cryptos n'ont pas forcément vocation à devenir un moyen de paiement. Donc il y a ce premier amalgame qui est fait. Ensuite, il y a un biais qu'on retrouve beaucoup en France, c'est que on regarde souvent le sujet avec un regard franco-français, ou quand on va un peu plus loin, avec un regard occidental. Et on oublie que sur Terre aujourd'hui, tu as 2 tiers de la population qui n'est pas bancarisée, qui n'a pas accès à tous les services que nous on a accès au quotidien, c'est-à-dire juste pouvoir retirer de l'argent à un distributeur, pouvoir faire de l'épargne, pouvoir faire un crédit. Tout ça, c'est des services qui nous paraissent nous hyper normal, hyper naturel, mais que plus de la moitié des gens sur Terre n'ont pas accès en fait. Et donc eux vont trouver un intérêt et des usages qui sont totalement différents des nôtres sur les cryptos. Si demain on n'a pas Bitcoin en France, globalement on vivra de la même manière. Je veux dire, ce sera pas un cataclysme. Si tu parles avec des gens qui sont en Amérique latine ou en Afrique, où eux connaissent l'inflation à un degré largement supérieur au nôtre, pour eux, la dimension volatile, spéculative des cryptos, elle a un goût différent, tu vois. Si tu parles à des Ukrainiens qui, quand la guerre a éclaté, étaient limités à genre 300 euros, l'équivalent de 300 euros de retrait par semaine ou par mois, je sais plus exactement les chiffres, mais en tout cas, on avait mis en place la politique de l'effort de guerre et les gens avaient plus accès à leur argent, etc. S'il y en a qui voulaient quitter le territoire, ils ne pouvaient pas quitter le territoire avec de la valeur, donc vous êtes obligé de laisser tout sur place. Alors, quand c'est comme ça, on parle de l'or, mais vas-y, transporter 10 lingots d'or, c'est assez compliqué, quoi. Donc, je veux dire, ceux qui quittaient le territoire, s'ils arrivaient en France, au Japon, au Brésil, avec la monnaie locale qui était le hryvnia, ils pouvaient l'échanger, mais ils allaient avoir un taux de change qui n'était pas vraiment compétitif par rapport à la valeur de départ. Par contre, s'ils étaient sortis avec du Bitcoin, qu'ils aillent au Japon, au Brésil, en Thaïlande, aux États-Unis, ils auront le même taux de change.
le Bitcoin a la même valeur partout. Et donc ça, pour tous ces pays-là, ça a un truc, ça a un aspect qui est hyper intéressant. Mais moi, le premier, je me rendais pas compte à quel point. Ça, c'est des discussions où je m'en suis rendu compte en parlant justement avec des Ukrainiens qui sont, un Ukrainien en l'occurrence pour le coup qui a vécu ça en vivant avec. D'ailleurs, il y en a un qui habite à Thionville, qui est une cité qui s'appelle Danapé, qui est d'origine malienne, qui s'appelle Moussa Dembélé, qui travaille sur ces sujets-là, notamment pour les transferts dans la diaspora. Lui, il me racontait des choses où c'est même pas envisageable le circuit de quand il envoyait de l'argent dans sa famille, entre le moment où elle part de sa main et où elle arrive au village, le circuit, il paraît délirant, quoi, où tu te dis qu'il y a 10 000 intermédiaires, les frais, des fois le montant qui est arrivé, c'est moins de 50% de ce qui a été envoyé. Ça paraît. Et nous, en fait, on ne peut pas comprendre ça. Et donc, quand tu discutes avec tous ces gens-là et qu'ils t'expliquent ça, tu commences à le voir sous un autre spectre, en fait. Donc la forme que ça va prendre, je ne sais pas. Toutes les cryptos n'ont pas vocation à devenir un moyen de paiement. Toutes les cryptos, aujourd'hui, on existe des milliers et des milliers, ne vont pas durer dans le temps. Il y en a la majorité qui vont mourir. Il y a d'autres projets qui vont arriver, etc. Est-ce que demain on paiera son pas en Bitcoin? Je pense pas que Bitcoin ait vocation à devenir un moyen de paiement. En tout cas, moi, je le vois plus comme une réserve de valeur, tu vois. Sur cet aspect-là, moi, je le vois plus comme de l'or. En tout cas, si je dois me projeter à 10 ans, j'ai plus de conviction sur Bitcoin à conserver de la valeur dans le temps que à l'euro, le dollar ou qu'un autre actif, tu vois. Donc, ça va vraiment dépendre des différents actifs et de ce qu'on veut en faire. Et il faut vraiment, surtout, quand on prend ce sujet-là, sortir du regard franco-français. Mais comment... Donc, en fait, est-ce que pour toi, c'est pas trop tard pour s'y mettre, pour des personnes qui ont jamais été confrontées à ça, ceux qui seraient passés à côté de ça? Bah non, je pense pas, parce que regarde, quand on fait le parallèle, on a dit qu'en France aujourd'hui, c'est à peu près un Français sur 10, donc c'est beaucoup sans être beaucoup. Mais là, enfin, on est encore au début de cette révolution. Enfin, les cryptos, ça a 15 ans, quoi. C'est encore au début. Si tu prends le parallèle avec Internet, tu prends Internet au début et 15 ans après, on est loin de ce qu'on peut faire aujourd'hui avec Internet. Donc il y a encore beaucoup de choses qui vont faire. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'opportunités, mais c'est sûr que il y en a un petit peu moins que pour ceux qui sont arrivés quelques années après. Mais c'est toujours pareil, c'est une question de ratio-risque aussi. Le risque est plus le même non plus. Oui, bien sûr. Mais c'est quoi le meilleur moyen justement pour s'y mettre, pour se former, etc. Parce que la question sous-jacente, c'est qu'on trouve à boire et à manger en termes de contenu, en termes d'information. En plus, on est sur un sujet, et là on en parle depuis 1 heure, qui est ultra vaste, donc avec plein de composantes, plein de mécanismes différents, plein de technologies différentes. C'est clair. La porte ouverte à encore plus de... Ah oui, non, mais c'est clair. Et puis on peut se trouver déjà, c'est sûr que tu seras jamais aussi intéressé que si tu mets 1 euro dedans. Tu vois. Le meilleur moyen de t'y intéresser, c'est de t'embarquer un petit peu dans le sujet, parce que tu seras forcément plus impliqué si tu le fais. Après, l'avantage qu'il y a aujourd'hui, c'est que tu peux l'aborder de plein de manières différentes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on raisonne d'un point de vue investisseur, que tu sois plutôt sur un raisonnement je suis un gambler, je vais prendre beaucoup de risques et chercher beaucoup de perfs sur du court terme, ou au contraire, non, moi je suis plutôt en mode entre guillemets bon père de famille, plutôt sur du long terme, etc. Alors tu restes sur une classe d'actifs qui est risquée, mais en tout cas aujourd'hui il y a différentes manières de s'y exposer qui permettent de répondre à peu près à tous ces profils d'investisseurs différents. Donc ça c'est déjà la bonne nouvelle, c'était pas le cas il y a encore quelques années. Donc aujourd'hui tu trouveras, il y a des chances que tu trouves chaussure à ton pied. Et après il y a plein d'entreprises qui peuvent t'accompagner. Ça tu peux aussi le faire de toi-même, c'est aussi la magie de cet écosystème, c'est que si tu as le temps, et si tu as le temps, je te recommande plutôt de le faire par toi-même, mais c'est vrai qu'il faut prendre le temps si tu veux le faire correctement. Mais sinon, tu as des entités comme nous où on va être capable, on est en France, on est régulé, on a des conseillers, donc ils vont être capables de parler avec toi, d'essayer de calibrer un petit peu qu'est-ce que tu recherches exactement, et en fonction de te mettre des choses appropriées entre les mains. Et pareil, tu peux le faire. Tu peux commencer avec 10 euros, tu peux commencer avec 1000 euros, tu peux commencer avec 1 million. Ça, il y a une question qu'on me pose encore tout le temps, c'est ok, mais il faut mettre combien pour que ce soit bien? En fait, il n'y a pas de montant, ça dépend de toi. Moi, je dis toujours le bon montant, c'est le montant avec lequel tu es à l'aise. Tu vois. La règle numéro 1, c'est t'investis jamais plus que ce que tu peux te permettre de perdre. Tu vois. Donc ça, c'est vrai dans les cryptos, mais c'est vrai dans tout. Et après, c'est le montant avec lequel tu es à l'aise. Si tu mets 1000 euros et que tu n'arrives pas à dormir la nuit, c'est que tu as mis trop. Donc là, allège un peu la position. Et après, il faut juste être cohérent. C'est sûr que si tu mets
1000 euros, bah, ne t'attends pas à avoir 1 million sur ton compte dans 6 mois. Mais ça, tu t'attendrais pas à l'avoir dans l'IMO ou dans d'autres classes d'actifs. C'est peut-être ça par contre, c'est peut-être un des fantasmes qu'a entretenu cet écosystème-là pendant un moment, parce qu'avec les multiples que les gens ont fait sur des bull runs. Et puis c'est parce que c'est les histoires qu'on raconte. Enfin, on aime bien raconter l'histoire du mec qui a mis 100 euros sur un meme coin et qui en 6 mois il est devenu millionnaire. Oui, il y en a, mais la proportion de gars. Enfin, joue le taux quoi. Moi, j'ai vu plus de gens qui sont cassés les dents que de gens qui ont fait ce multiple-là. Donc oui, il y a des belles histoires et encore, si on prend la personne en question là, je pense que si tu prends tous tes investissements en crypto, bah oui, effectivement. On comptabilise pas tout ce qu'on a perdu. Qui fait des paris sportifs, je vais te dire un coup, il a parié. À un moment donné, il a mis tel joueur buteur et c'est passé, mais il t'a pas dit combien de paris il a perdu avant. Et celui qui te raconte l'histoire, il te le dit pas non plus combien il en a perdu. Donc c'est toujours pareil, quoi. Tu peux avoir des coups de chance et après ceux qui, d'ailleurs dans ceux-là, ceux qui s'en sortent le mieux, c'est ceux qui ont la lucidité de se dire ok, bon, là j'ai eu un coup de chance. Maintenant, comment je fais pour pas pour reproduire un coup de chance parce que c'est compliqué de reproduire un coup de chance, mais en tout cas pour rationaliser mon risque. Et d'ailleurs, la réalité, c'est que en réalité, un fois 1000 ou même un fois 100, en théorie, tu le fais quasiment jamais parce que en tout cas jamais sur la totalité du capital, parce que si tu investis correctement, tu sors crescendo et tu restes pas avec l'entièreté de ta position. Parce que moi, je connais plein de gens qui auraient pu faire des fois 100 et qui au final se sont retrouvés à avoir perdu de l'argent parce que juste c'était jamais assez. Tu sors jamais en fait. Non, on en parlait il y a quelques jours, c'est que déjà on peut pas rentrer tout en bas et sortir tout en haut. Enfin, je veux dire, a posteriori. Ça peut arriver, mais c'est souvent de la chance, quand tu le fais comme ça. Et ensuite, il y a aussi cette espèce de greedy, d'avarice où en gros on se dit si ça a monté jusque là, pourquoi ça monterait pas encore plus? Et les personnes, en fait, il y a un énorme côté psychologique où il faut aussi se dire que tu vois, l'écosystème là, ça fait 7 ans que tu es dedans, etc. Si à un moment, sur X années, t'as pas su un tout petit peu prendre du profit, etc., c'est peut-être que le problème, c'est pas le marché, le problème c'est toi. Et qu'en fait, qu'en gros, il y a un vrai côté comportement de l'investisseur, comportement psychologique qui est aussi à prendre en compte et essayer de soigner presque. Tout à fait. Et c'est vrai que pour le coup, là, on entre dans un truc qui est très compliqué avec les réseaux et le contexte actuel où on raconte un peu les mauvaises histoires et sur des formats très courts où du coup forcément on raconte pas la réalité quoi. Et quand on te dit que tu peux gagner beaucoup d'argent, mais si tu peux gagner beaucoup d'argent, ça veut dire aussi que tu peux en perdre. Ça veut dire qu'il y a un risque qui est proportionné, mais oui. Donc il y a beaucoup de vendeurs de rêves en fait. Bien sûr. Mais comme sur tous les marchés, il y en a de plus en plus sur l'immobilier, il y en a de plus en plus sur la bourse, enfin tout en fait. En fait, il y en a toujours eu, il y en a peut-être plus qu'avant parce qu'il y a plus de support, mais le forex, il y en a toujours eu. Ouais. Le forex, c'était aussi c'est une niche en fait qui a drivé énormément de bullshit. Et peut-être la différence aussi, c'est que peut-être que maintenant on touche plus large et peut-être plus jeune. C'était peut-être moins le cas avant. Est-ce qu'il peut avoir des conséquences d'autant plus graves, bien sûr, en termes de patrimoine, d'épargne, etc. Et il y a une réalité aussi, c'est que on rentre aussi là-dedans parce qu'on est dans une société aussi où il y a moins de perspectives pour notre génération. En tout cas, on a toujours tendance à nous effrayer sur vous n'aurez pas de ci, vous n'aurez pas de retraite, vous n'aurez pas de ci, vous n'aurez pas de ça. Et puis en même temps, on te montre la vie des réseaux sociaux avec les gens qui pas la réalité de la vie, tu vois. Je connais plein de créateurs de contenu où on a eu la chance dans cet écosystème du coup après de côtoyer des gens un peu célèbres. Enfin, la vie des réseaux sociaux est pas la vraie vie qui montre. Non mais c'est ça. Ou même tu vois moi si tu prends mes réseaux, les gens ils me disent mais t'es tout le temps en vacances quand je regarde ton Instagram et tout, mais parce que tu crois que quand je mets une photo sur Instagram, c'est pas le moment. Enfin, je vais pas te mettre une photo des 8 jours sur 7 où je suis au boulot, tu vois. Ouais, il y a 2 semaines dans l'année où je suis en vacances, je mets des photos à ce moment-là, tu vois. C'est juste ça en fait. Et au fond d'eux, les gens le savent, mais ils ont toujours envie de croire à ce truc en plus. Ah bah ouais, c'est sûr. Les marchands de rêve. Mais selon toi, est-ce qu'il y a des erreurs ou des pièges qui sont facilement évitables? On va déjà éviter le chant des sirènes, ça c'est une. En vrai, c'est le premier, mais c'est malheureusement celui qui, malgré toute la prévention qu'il y a, parce qu'il y a beaucoup de gens mais il y a aussi beaucoup de prévention qui est faite maintenant, ça reste celui qui fait le plus de dégâts aujourd'hui. Hein. Il y a plein de mécanismes pour déceler
un établissement ou en tout cas une promesse qui est pas faible. Juste les éléments de discours. Normalement, une société qui est sérieuse, elle va plutôt te parler des risques que des opportunités, tu vois, ou en tout cas dans les éléments de langage, les disclaimers ou toutes les choses comme ça. Enfin, quelqu'un qui va te promettre monts et merveilles à un moment donné, normalement déjà d'un point de vue réglementaire, il n'a pas le droit de le faire de cette manière-là. Donc il y a plein de petits trucs comme très simplement qui te permettent d'avoir des premiers éléments pour dire ok, là j'ai peut-être un doute. Et d'ailleurs globalement si tu as un doute, juste n'y va pas, des opportunités, il y en a eu plein, il y en aura encore plein. Et puis après tu as plein de façons pour regarder. Aujourd'hui avec les réseaux et tout, tu prends une boîte ou un projet, c'est hyper facile en 3 recherches Google de chercher ok, bon, est-ce que le mec déjà qui est derrière il existe déjà, il a un compte LinkedIn, c'est quoi son background et tout. Enfin, tu as plein de choses qui... Il y a une société derrière, même ça on peut facilement trouver. Ça, je veux dire, il n'y a pas besoin d'être un expert pour faire ça, tu vois, c'est un travail qui peut se faire assez facilement. Il y a plein de vidéos en plus sur YouTube qui Owen en a fait ou qui te permettent d'écarter tout ça. Et après, c'est toujours pareil, c'est investis que ce que tu peux te permettre de perdre, comme ça au pire, si tu as perdu, tu as accepté de jouer et tu as perdu, mais en tout cas, ça ne doit pas impacter le reste de ta vie. Et quoi qu'il arrive, renseigne-toi et essaye d'établir un peu ce qu'on se disait la dernière fois quand on parlait, c'est établir, alors c'est toujours compliqué, mais en tout cas, avoir un objectif, tu vois, avoir un objectif ou une direction. Si tu investis dans quelque chose et que tu dis, bon, bah voilà, mon objectif, c'est de faire X ou c'est pour faire ça, déjà dans ton comportement, tu vas rationaliser d'une manière différente et tu vas avoir une satisfaction différente. Parce que le piège, c'est que si tu définis pas, ça peut monter ou ça peut baisser, mais en tout cas, ça va t'affecter, mais tu sais même pas, tu vas être déçu ou content, mais tu sais même pas pourquoi. Alors que si tu dis, bon, bah voilà, je mets X aujourd'hui, mon objectif à 1 an, 2 ans, c'est, je dis une connerie, pouvoir faire un apport pour m'acheter une maison, ou pouvoir m'acheter une voiture, ou pouvoir m'acheter un nouveau PC, en fait, tu prends les décisions en fonction pour atteindre cet objectif, et après, voilà, tu feras le point, j'ai atteint cet objectif, oui, nickel, je suis content, comment je m'en fixe un nouveau, ou je l'ai pas atteint, ok, pourquoi, qu'est-ce que j'ai mal fait, ou qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment, tout simplement. Et en fait, si tu es déjà dans ce raisonnement-là, tu vas déjà limiter pas mal les erreurs que tu peux faire. Super intéressant. Thibaut, on arrive sur la fin. Tu parlais des objectifs. Les tiens, c'est quoi ? Les miens. Alors nous, déjà, on a encore beaucoup d'objectifs avec Meria. On a une grosse étape réglementaire à passer sur la fin de cette année avec Mika. Voilà. Je sais pas ce qu'on dit. Je sais pas si je serai la bonne personne pour gérer une boîte qui fait 100 ou 200 personnes, mais en tout cas aujourd'hui, on va atteindre les 50 et j'ai quand même envie de voir ce qui se fait de l'autre côté. Donc, comment on fait pour faire passer cette boîte à l'étape supérieure. Donc c'est toutes les questions qu'on est en train de se poser là. Donc les objectifs, c'est ça. Et puis après, les objectifs de vie, ça, on verra. Tout ce que je vous souhaite en tout cas. Merci beaucoup. Thibaut, je te remercie. Où est-ce que les gens peuvent te suivre ? Sur Meria, donc meria.com, ou alors sur les réseaux, sur LinkedIn principalement, Thibaut Boutrou. Et Instagram pour les photos de vacances ? Instagram pour les photos de vacances. Je te remercie. Ça roule, merci à toi et puis plaisir.